samedi 14 octobre. Vivez la grande soirée de gala des 31e meeting international de natation de Saint-Dizier. À travers un dispositif spécial, retrouvez en direct toutes les finales. Les analyses. C'est une nage qui n'est pas forcément évidente. Et les réactions à chaud de nos invités. On a accueilli durant cette natation artistique Anouchka Martin. Bonsoir. Le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier, samedi 14 octobre dès 19h45 en direct sur Puissance Télévisions. Bonjour et bienvenue dans votre 15 info. Voici les titres de ce vendredi 6 octobre. La nuit dernière, une opération d'envergure était coordonnée par la gendarmerie dans la Marne, la Haute-Marne et la Meuse. Une centaine de gendarmes étaient sur la place pour lutter contre les vols de fret, notamment sur la RN4 reliant Nancy à Paris. Nous irons au cœur de la forêt de Mognéville avec les élèves du lycée agricole de Bar-le-Duc. Cette semaine, cette classe a visité plusieurs forêts, mais a aussi rencontré des acteurs de ce secteur dans le cadre d'un stage sur le thème de la forêt en Meuse en 2050. Rencontre avec Zoé Dieudonné. Il y a quelques mois, cette jeune humoriste de Giffaumont a créé l'association Morder Rire dans le but de lancer l'été prochain son premier festival de stand-up au lac du Der. Face au projet de loi des finances, les chambres des commerces et de l'industrie verront leurs ressources diminuer en 2024. Richard Papazoglou, président de la CCI Haute-Marne-Meuse, sera notre invité pour nous alerter sur ce projet de loi. Durant toute la nuit dernière, une centaine de gendarmes des secteurs de Vitry-le-François, de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier étaient mobilisés pour une opération d'envergure sur la RN4 qui relie Paris à Nancy. Plusieurs contrôles et filtrations des véhicules ont lieu pour lutter contre les vols de marchandises sur cet axe principal emprunté par les délinquants. Clémentine Coppola, Brigitte Maestrassi et Antoine Regnault ont suivi l'opération coordonnée entre la Haute-Marne, la Marne et la Meuse. Des lampes torches et des bandes réfléchissantes brillent dans la nuit. Ce soir, une quinzaine de gendarmes stationnent à proximité du rond-point de Blacy, près de Vitry-le-François. En lien avec les gendarmeries de la Haute-Marne et de la Meuse, les forces de l'ordre marnaises assurent un contrôle routier sur plus de 40 km le long de la RN4. L'objectif étant de contrôler tous les véhicules circulant sur cet axe, de vérifier l'identité des conducteurs et des passagers et de procéder à l'ouverture des coffres puisque nous disposons d'une réquisition du procureur de la République de Châlons-en-Champagne pour procéder à ces contrôles. Vous avez des gendarmes qui contrôlent et vous avez des gendarmes aux abords en mode beaucoup plus discret qui peuvent intervenir si on voit des demi-tours ou des comportements suspects. La route nationale 4 est particulièrement surveillée puisqu'elle concentre environ 50% des vols de fret constatés sur les axes majeurs du département de la Marne. Depuis le début de l'année, les autorités recensent déjà 32 vols. Au même moment, dans la Meuse, ce sont 40 gendarmes qui filtrent tous les flux de la RN4 en créant une halte quasi obligatoire sur l'aire du Barrois. Ici aussi, une vingtaine de vols de fret ont été commis depuis le début de l'année. Pour les préfectures de la Meuse et de la Marne, cette opération renforce la collaboration entre les départements et permet d'assurer plusieurs contrôles autour des délits routiers. C'est à la fois de la prévention, mais c'est aussi sur ce contrôle d'axe la possibilité on a un dispositif LAPI aussi en entrée qui permet aussi de lire les plaques, de savoir si des véhicules ont été volés, d'avoir des véhicules signalés. C'est vraiment un contrôle tout azimut, puisqu'on fait aussi de la sécurité routière et d'autres types de contrôles. Voilà, c'est du contrôle tout azimut, du contrôle d'axe et coordonné avec les autres départements. C'est une opération emblématique qui est menée ce soir puisqu'elle est coordonnée. Elle a lieu simultanément, vous le savez, à l'échelle des 3 départements, sur un axe extrêmement passant, un axe, la RN4, qui est convoité, sur lequel nous constatons de manière récurrente une importance dans les vols d'appropriation, les vols d'opportunité, le plus souvent au préjudice des poids lourds qui stationnent ici, et dont l'idée, c'était vraiment d'organiser un dispositif massif de présence à travers les gendarmes et les unités spécialisées pour lutter contre ces phénomènes, ces méfaits qui sont commis sur cet axe.
Cette opération d'envergure fait écho au dispositif TSUR, le territoire de sécurité urbain et rural, entré en vigueur en 2021. C'est un projet qui a été acté par le Premier ministre et qui aujourd'hui se veut rassembler un certain nombre d'acteurs politiques pour organiser les moyens de surveiller cette zone. Mais le premier acteur à s'être investi, c'est donc l'État, avec la création d'un PSIG, c'est-à-dire d'un peloton spécialisé d'intervention de la gendarmerie, et qui, au quotidien, assure à la fois la surveillance, la dissuasion et le renseignement sur cet itinéraire. Au total, c'est plus d'une centaine de gendarmes qui ont été mobilisés toute la nuit et à différents endroits sur la RN4. Un renfort aérien, un hélicoptère de la gendarmerie de Dijon, est d'ailleurs venu appuyer cette opération. Depuis ce lundi, les élèves du lycée agricole de Bar-le-Duc ont participé à un stage territoire collectif dans le cadre de leur formation. Le thème choisi est la forêt dans la Meuse en 2050. Les 16 élèves de première stage ont visité des forêts, une série, mais ont pu également rencontrer des acteurs du milieu forestier. Hier, les élèves ont pu comprendre les enjeux pour préserver la biodiversité de nos forêts et rencontrer plusieurs intervenants dans la forêt de Monnéville. Commentaire de Nicolas Fontaine. Tout ce petit mélange-là, on va vraiment constater au fur et à mesure des années comment il s'installe sur des sols meusiens, avec une météo meusienne comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comprendre les enjeux et trouver des solutions pour préserver la forêt. Pour atteindre ces objectifs, ce conseiller forestier montre la façon de gérer la forêt pour permettre sa régénération aux élèves de première en sciences et technologies de l'agronomie et du vivant de l'EPL Agro de Bar-le-Duc. Là, plus concrètement, sur cette parcelle qui a été exploitée en totalité du fait du dépérissement de l'essence principale qui était le frêne, on a essayé de réintroduire pour la régénérer des essences d'ici et d'ailleurs. L'objectif, c'est de voir sur du moyen et long terme comment vont évoluer ces essences sur des sols qui sont les nôtres, sur lesquels elles n'ont pas nécessairement l'habitude d'être, et puis surtout avec une météo qui est très variable. En plein cœur de cette forêt de Monnéville, la place est faite au concret. L'accompagnement de l'adaptation des forêts au changement climatique ne s'improvise pas. Ces élèves doivent donc user d'imagination pour penser à l'avenir de la forêt dans la Meuse en 2050. On essaye de les amener à voir qu'il y a plusieurs possibilités de gérer la forêt, plusieurs acteurs intervenant dans ces forêts, plusieurs possibilités de choisir en fait notre avenir et d'impliquer les jeunes dans cet avenir. Justement, ils seront acteurs du futur. Ils voient bien que pour une problématique, il n'existe pas forcément une seule réponse, qu'il y a toutes sortes de possibilités, toutes sortes d'enjeux. On essaye beaucoup de les faire travailler sur la notion d'enjeu. Sensibiliser mais aussi créer des vocations. Dans le département, la filière bois est le deuxième secteur porteur d'emploi. Alors Enzo, un jeune diplômé de leur lycée devenu bûcheron, est là pour parler de son métier et transmettre sa jeune expérience. C'est pas le tout d'aimer la nature, c'est vraiment respecter la forêt, aimer ce qu'on fait, quoi. Je trouve ça bien parce que ça fait plusieurs années qu'on était vraiment pas beaucoup dans les classes. On était de moins en moins même. Et ça plaît pas à tout le monde malheureusement. Et on est de moins en moins de bûcherons ou de sylviculteurs. On est de moins en moins, donc c'est bien que des jeunes prennent le métier, quoi. À la fin de cette semaine pédagogique, les élèves préparent 4 panneaux afin de créer une exposition qui aura lieu le mardi 17 octobre au sein du lycée lors de la réunion pilotée par le Pays Barrois sur la transition écologique. On vient d'apprendre qu'un feu s'est déclaré vers 17h30 à l'école primaire Camille Claudel à Vassy. On ignore pour le moment l'origine de la cause. Plus d'informations à venir sur nos prochaines éditions. Direction à présent Chiffaumont pour aller à la rencontre d'une jeune humoriste. Zoé Dieudonné prépare son spectacle d'humour et grâce à la création de son association Mordre Rire, il y a quelques mois, elle souhaite aller plus loin en lançant le premier festival d'humour au Lac du Der en juin 2024. Manon Defontis l'a rencontrée chez elle lors d'une séance d'écriture de sketch inspirée de ses expériences personnelles. Dans le salon de sa maison familiale, située non loin du Lac du Der, Zoé est en pleine séance d'écriture de son nouveau spectacle. Sa principale source d'inspiration, ses expériences personnelles. Je me sers beaucoup des observations que je fais ou de ce que je vis. Par exemple, là, je suis en train d'écrire un sketch sur le Tour de France parce que j'ai participé au Tour de France cet été.
Cette jeune humoriste de 24 ans est actuellement en 2e année à l'école du One Man Show de Paris, une reconversion totale pour cette ancienne étudiante en école de sage-femme. Une fois qu'on met le pied sur scène, on se sent porté par quelque chose et surtout, c'est vraiment un réel échange avec le public. Et quand on voit qu'ils réagissent à ce qu'on dit, en fait, que ça les fait rire et qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on dit, ça fait vraiment un échange et on se sent porté, on est vraiment en connexion, on est vraiment une équipe en fait au moment où on monte sur scène et on se sent vraiment pousser des ailes et c'est génial. Malgré son jeune âge, cet artiste en herbe a déjà foulé les planches de plusieurs scènes, dont celle de la mythique salle parisienne, le Point Virgule. En parallèle de son propre spectacle, Zoé a créé il y a quelques mois l'association Morder Rire, dont le but est d'organiser un festival d'humour à la station nautique de Giffaumont. C'est vraiment d'amener le stand-up et de montrer que c'est possible de faire du stand-up et de l'humour en campagne, en province, et de vraiment développer ça au Lac du Der en faisant des scènes, en amenant des nouveaux humoristes pour faire des scènes ouvertes et donner des opportunités de jeu. Ce premier festival d'humour au Lac du Der devrait débuter en juin 2024, l'occasion pour Zoé de clôturer comme il se doit ses 2 années de formation parisienne. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé un nouveau projet de loi des finances pour l'année 2024. Une annonce qui inquiète les 122 CCI de France sur les conséquences de cette nouvelle baisse de leurs ressources. Et pour mieux comprendre l'impact, Richard Papazoglou, président de la CCI Meuse-Haute-Marne, est notre invité. Bonjour Richard Papazoglou. Bonjour. Alors, pourquoi, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce nouveau projet de loi des finances ? En fait, il faut bien comprendre aujourd'hui que la principale ressource d'une chambre de commerce et d'industrie, c'est sa recette fiscale. L'État, chaque année, nous verse une recette fiscale pour que nous puissions, nous, assurer en contrepartie des missions de service public. En fait, qu'on puissions assurer des missions régaliennes, telles que toutes les démarches autour de la création d'entreprises, transmission, les formalités, des missions que l'État va nous confier, telles que le plan de relance, ce genre de choses. Donc, à chaque fois, il nous donne en fait cette manne financière pour que nous puissions nous mettre en face des personnes, des services pour répondre aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, cette fiscalité pour nous représente une recette, enfin à peu près 45% de nos recettes, d'accord ? Donc la baisse annoncée en fait dans le projet de loi de finances, en fait, serait pour nous en fait une manière de nous mettre en difficulté. Et quels sont justement ces risques pour ces chambres des commerces et de l'industrie si cette loi et ce budget sont appliqués pour l'année prochaine ? Quelles sont les conséquences ? En fait, pour notre territoire à nous, la CCI Meuse-Haute-Marne, c'est un territoire rural. Nous représentons en fait 12 500 ressortissants, 12 500 entreprises. Je rappelle qu'on est comme un réseau aussi de chefs d'entreprise bénévoles. En fait, on n'est pas une CCI riche. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. La preuve, c'est bien pour ça qu'on a déjà fusionné entre 2 départements en 2019, entre la Meuse et la Haute-Marne, pour déjà mutualiser nos moyens. Le territoire représente 20% du Grand Est, donc un territoire très rural. On a 40 salariés sur le territoire, d'accord ? Et cette taxe que l'État nous verse, en fait, cette TCCI, en fait, nous permet simplement d'assurer une mission de service public de proximité. Donc, et en plus, il faut savoir que depuis 2012-2013, nous avons vu nos ressources baisser dramatiquement. Sur le réseau national, nous avions plus d'1,3 milliard d'aides chaque année en 2013. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 525 millions. Donc depuis cette époque-là, on a quand même 60% de baisse de nos recettes fiscales. Donc à un moment, nous serons en dessous du seuil minimum de fonctionnement pour notre chambre. Et effectivement, à terme, si cette baisse est entérinée, votée dans le cadre du projet de loi de finances, d'ici 4 ans, on sera sûrement obligé de nous séparer de 30% de nos salariés. Et lors d'un communiqué de presse, justement, il y a ce terme fragiliser encore les CCI qui a été utilisé, et notamment pour dénoncer, je cite, détruire la valeur de l'économie du pays. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement cette fragilisation ? Oui, en fait,
J'ai repris sur les réseaux sociaux le communiqué de notre président national, donc Alain Di Crescenzo, qui parle de cette fragilisation pour une raison simple. Quand là aujourd'hui je suis devant vous pour dénoncer en fait, pour m'inquiéter de cette baisse annoncée, ce n'est pas juste pour dire qu'il faut garder la CCI en Meuse-Haute-Marne. Non, c'est que à terme les victimes ce seront nos entreprises. Je le rappelle, territoire rural, nos entreprises en fait sont un peu partout en Meuse, en Haute-Marne. Elles ont besoin d'être accompagnées dans une conjoncture qui est quand même difficile. Et nous sommes des créateurs de valeur. Pourquoi ? Parce que tous les services qu'on va offrir, qu'on va garantir aux entreprises vont leur permettre en fait d'évoluer, d'accompagner leur transformation, leur changement, de gagner en compétitivité. On a un effet levier, c'est prouvé. L'an passé, on a accompagné plus de 2000 entreprises, d'accord ? On a un effet levier grosso modo x5. C'est-à-dire que en ayant recours à nos services, en fait, ça permet de créer de la richesse, ça permet d'embaucher, ça permet d'assurer une richesse sur le territoire. Et si à terme, nous ne sommes plus présents ou n'avons plus les moyens de faire, c'est bien l'économie qui va en pâtir. Et le Parlement votera bientôt ce projet. Qu'est-ce que vous attendez en quelques mots sur ce vote ? Alors, on n'attend pas, on ne veut pas l'attendre parce que, comme le président national et mes autres collègues présidents, donc vous l'avez dit tout à l'heure, des 121 autres chambres de commerce et d'industrie, nous avons depuis quelque temps déjà fait un travail de lobbying, c'est pas un gros mot. Nous allons à la rencontre de tous nos parlementaires. Encore aujourd'hui, là, je rencontre des parlementaires. Hier, j'étais à Paris pour rencontrer en fait des parlementaires. On leur explique, en fait, on leur rappelle le rôle d'une chambre de commerce et d'industrie. Qu'est-ce qui va se passer si nous avons moins de besoins et l'impact que ça va avoir sur les territoires, parce qu'on est bien sur une notion d'aménagement du territoire. Et effectivement, on compte sur leur soutien. D'ailleurs, hier soir, beaucoup de groupes, notamment de la majorité, ont déposé des amendements qui vont dans notre sens pour enrayer en fait cette baisse annoncée de nos recettes. Eh ben, merci beaucoup Richard Papazoglou d'avoir été notre invité. Il faudra attendre encore plusieurs semaines, voire avant de savoir si le budget 2024 sera accepté par le Parlement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition demain à 19h avec Nicolas Fontaine. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.